Assalamu alaikum. Je suis de retour avec vous, chers élèves, pour cette deuxième partie de deuxième chapitre. J'espère que vous allez tous bien. Soyez les bienvenus et bon courage. Alors, on commence cette partie. Comme vous l'avez constaté dans la première partie de ce chapitre, la structure de la roche métamorphique dépend de l'intensité de métamorphisme, qui est à son tour dépend des conditions de pression et de température dans les zones de convergence. Ainsi, vous prenez l'exemple de schiste, qui a une structure litée, donc appelée litage, comme vous l'avez déjà vu. Cette roche a subi une faible intensité de métamorphisme, c'est-à-dire elle est formée dans une région de faible pression et de faible température. Nous passons à un autre exemple, c'est celui de micaschiste. C'est une roche métamorphique d'une intensité métamorphique moyenne entre le schiste et le gneiss. Il a une structure feuilletée, donc appelée schistosité. Cette roche a subi une intensité moyenne de pression et de température. Pour le dernier exemple, c'est celui de gneiss, qui est formé, le gneiss, elle est formée dans des profondeurs qui présentent une intensité élevée de pression et de température. Donc, il est caractérisé aussi par une structure feuilletée dite foliacée, appelée donc foliation. On passe maintenant à la découverte de nouvelles notions qui vont nous permettre de comprendre le mécanisme de métamorphisme. Et on commence par les minéraux index. Ces minéraux index nous indiquent les conditions de pression et de température dans lesquelles ces minéraux se sont formés. Pourquoi? Parce que ces minéraux index se forment dans des conditions de pression et de température bien précises. Ça veut dire, si je trouve ce minéral ou bien ces minéraux dans une roche donnée, je peux déduire les conditions de pression et de température dans lesquelles s'est formée cette roche. Pour bien comprendre, on donne l'exemple de la transformation de certains minéraux argileux. On parle ici des silicates d'alumine, qui, après métamorphisme, vont nous donner l'andalosite, la silimanite et le distène, qui sont considérés comme des minéraux index. Et la figure A, ici la figure A, montre les domaines de température et de pression où il peut y avoir formation de ces minéraux. Donc ici c'est le domaine de la formation de l'andalosite, là c'est le domaine de la formation de la silimanite et aussi ici donc c'est le domaine de la formation de distène. Maintenant lisez la première question. On soumet le silicate d'alumine à des conditions de métamorphisme, température 500 degrés Celsius et pression 3 kbar et on obtient un échantillon minéral M1. Donc la question vous demande de déterminer la nature de ce minéral. Donc il suffit de présenter sur le diagramme suivant les valeurs des pression et de la pression et de la température donc indiquées dans la question. Le point d'intersection entre les deux lignes présentées ou bien deux segments présentés, le point d'intersection détermine donc le domaine de stabilité de ce minéral. Pour répondre à cette question, donc vous prenez d'abord la pression, on va présenter la pression ici de 3 kbar et la température de 500 degrés Celsius. Donc le minéral obtenu ici, donc l'échantillon M1, c'est celui de l'andalosite. Concernant la deuxième question, on soumet M1 uniquement à une augmentation de pression qui atteint 6 kbar et on obtient un échantillon M2.
Donc on nous demande de déterminer la nature minérale de M2. Alors là, nous allons garder la température constante, mais on change seulement la valeur de la pression qui va de 3 kbar à 6 kbar. Alors, pour répondre à cette question, donc on procède de la même manière qu'avant. Voilà, donc l'intersection des deux valeurs va nous donner le point M2, donc qui tombe dans le domaine de distène. Alors, on va dire comme réponse à la question que la nature du minéral M2, c'est le distène. Pour la troisième question, le minéral M2 est soumis uniquement à l'augmentation de la température qui atteint 600 degrés Celsius pour obtenir un minéral M3. La question nous demande de déterminer la nature de M3. Donc, puisque donc nous allons procéder de la même manière aussi. Voilà, donc M3 tombe sur la limite entre la sélimanite et le distène. Donc, puisque ce point d'intersection des deux lignes tombe sur la limite des deux domaines de la sélimanite et du distène, alors M3 contient à la fois le distène et la sélimanite, comme le montre la figure B. Donc, on trouve deux distènes et de la sélimanite. On passe maintenant à la quatrième question qui nous demande de déterminer le minéral nouvellement cristallisé. Autrement dit, est-ce que le minéral qui se trouve au centre ou bien celui qui se trouve à la périphérie qui est formé récemment. Alors, donc pendant la transformation ou bien le métamorphisme, les minéraux qui se trouvent au centre sont toujours plus anciens que ceux situés à la périphérie. Et puisque la sélimanite forme une couronne autour du distène, donc le minéral nouvellement formé, c'est celui de la sélimanite. La cinquième question nous demande de déterminer le domaine dynamique thermique, ça veut dire le domaine de pression et de température possible, qui permet la formation d'une roche métamorphique contenant de l'andalosite et le distène comme minéraux index. On peut répondre à cette question par la détermination des intervalles de pression et de température dans la limite qui sépare le domaine de la formation de l'andalosite et le domaine de la formation de distène. On parle de cette partie-là. Donc, on procède de cette manière pour répondre à cette question. On détermine la valeur maximale et la valeur minimale de pression et la valeur minimale et la valeur maximale de température. Donc, pour les deux valeurs, donc l'intervalle de pression c'est 4-5 kbar et l'intervalle de la température c'est 380 et 560 degrés Celsius. Quant à la question 6, il nous demande de déterminer le domaine pression-température, ça veut dire le domaine dynamique thermique, dans lequel se forme une roche contenant à la fois de la sélimanite, de l'andalosite et du distène. Donc le point où se rencontrent les domaines de cristallisation de ces trois minéraux constitue le domaine de formation de cette roche, c'est-à-dire une température de 560 degrés Celsius, c'est ce point-là, hein, une température de 560 degrés Celsius et une pression de 5 kbar. La question 7 nous demande d'expliquer la raison pourquoi, pour laquelle les trois minéraux sont qualifiés comme étant des minéraux index. Comme nous l'avons déjà mentionné, cela est bien sûr dû au fait que ces minéraux ne permettent de déterminer les conditions de pression et de température dans lesquelles ils se sont formés. Et par conséquent, les conditions de la formation d'une roche métamorphique contenant ce type de minéraux.
On passe maintenant à une autre notion, c'est celle de la séquence métamorphique. Prenons le document 16 pour comprendre ce que se passe-t-il lorsqu'on augmente l'intensité de métamorphisme. Alors, comme définition de la séquence métamorphique, tout simplement, c'est la succession de différentes roches métamorphiques issues de la même roche mère et qui ont subi de degrés de métamorphisme croissants. Prenons le premier exemple, c'est celui de la transformation de micaschiste à moscovite au micaschiste à deux types de mica, puis ce dernier se transforme en gneiss à deux types de mica, puis en gneiss abiotite et dernièrement la transformation de gneiss abiotite en gneiss blanc. Durant la transformation ou bien le métamorphisme de ces roches, on assiste à une apparition et disparition de cristaux. Et chaque roche métamorphique est caractérisée par des minéraux index qui nous permettent de déterminer le domaine de formation de ces roches métamorphiques. Le deuxième exemple, vous prenez le tableau suivant. Donc on a une séquence métamorphique où il y a de schiste. En augmentant l'intensité métamorphique, elle se transforme en micaschiste, puis en gneiss. Et aussi pour cet exemple, vous voyez que il y a disparition de quelques minéraux et l'apparition d'autres minéraux en augmentant l'intensité de métamorphisme. Continuons à citer quelques autres exemples de séquences métamorphiques. En plus de la séquence argileuse qu'on a déjà vue, donc il est de nature chimique siliceuse alumineuse. La roche mère de cette séquence argileuse, c'est l'argile. Il en résulte, donc après métamorphisme, on obtient du schiste, du mécaschiste et dernièrement du gneiss. On trouve aussi d'autres séquences comme la séquence sableuse. La roche mère, c'est le grès. Le grès, c'est le hajar ramli. Sa nature chimique est siliceuse. Il contient de la silice. Après métamorphisme de grès, donc en augmentant les conditions pression-température, je vais obtenir comme résultat une roche métamorphique qui s'appelle le quartzite. Pour la séquence carbonatée, sa roche mère, c'est le calcaire. La nature chimique est carbonatée. Le métamorphisme conduit à la formation de la roche métamorphique, le marbre, roham. Pour la séquence carbonique, la œil, c'est la roche mère. La nature chimique est aussi carbonique. Le résultat de métamorphisme va conduire à la formation du graphite, puis en augmentant l'intensité métamorphique, je vais obtenir du diamant. Alors dans la question, il nous demande de déterminer la roche qui a subi le métamorphisme le plus intense parmi le marbre, le gneiss et le diamant. Est-ce que cela est possible? Tout simplement non. Pourquoi? Parce que ces roches-là, elles appartiennent à des séquences métamorphiques qui sont différentes.